La sécheresse et les fortes chaleurs sont devenues un problème mondial. Et les exploitations agricoles en particulier souffrent du manque d'eau. Le sous-sol est sec. Regardez. C'est complètement sec. Il n'y a rien. En Tunisie, un nouveau système d'irrigation devrait réduire les besoins en eau des plantations. Car une consommation élevée impacte aussi la population. La ville de Tunis, qui compte 1 million d'habitants, connaît une pénurie d'eau. La distribution d'eau est coupée à certaines heures. L'Allemagne n'est pas épargnée par la sécheresse. Face aux épisodes de canicule estivale, les fournisseurs d'eau doivent se montrer inventifs pour gérer plus durablement la ressource. Nous devons exploiter le plus efficacement possible l'eau de la nappe phréatique dont nous disposons, qui est de bonne qualité. À l'inverse, un excès d'eau peut être catastrophique. Plusieurs grandes villes, comme Hambourg, veulent utiliser les pluies diluviennes dont elles sont victimes pour lutter contre la sécheresse. Le réseau d'assainissement de Hambourg a été construit il y a 181 ans. C'est le plus ancien d'Europe continentale. Dirk Grunert, son directeur, inspecte régulièrement les vieilles canalisations toujours en service. Là, regarde, c'est profond. 3 cm, ça va encore. Les réparations à effectuer sont légères. Ce qui inquiète réellement Dirk, c'est l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Aucun ouvrage d'assainissement n'est conçu pour y faire face, même les plus récents. En cas de très forte pluie, on ne pourrait plus se tenir debout ici. Tout serait inondé. L'eau arriverait jusqu'au plafond. Dans tous les cas, le but est d'éviter les trop-pleins en utilisant toutes nos zones de stockage. On ne peut pas dimensionner un réseau d'assainissement assez grand pour absorber toutes les précipitations qu'on a à l'heure actuelle. Lorsque les égouts sont pleins, l'eau de pluie ne peut plus s'y écouler. Résultat, les rues sont inondées. De nombreuses surfaces étant asphaltées ou bétonnées, l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Et c'est ainsi que Hambourg se retrouve sous les eaux. Les fortes pluies, mais aussi la canicule et la sécheresse, constituent des menaces pour la ville. Andreas Kurenbecker est hydrologue. Il veut rendre Hambourg plus résistante aux intempéries et aux inondations. Si on veut se protéger efficacement, il faut connaître l'ampleur exacte des phénomènes qui nous frappent. Tant qu'on ne les mesurera pas, on n'aura que des valeurs ressenties. Il a construit 30 stations météo qui recueillent des données sur toute l'agglomération. Ce pluviomètre, par exemple, indique la quantité de pluie qui est tombée. En gros, c'est un récipient qui collecte l'eau de pluie et mesure la quantité de façon très fine. On voit en temps réel le volume des précipitations à cet endroit. À partir de ces données, l'hydrologue calcule divers scénarios pour l'avenir. On doit anticiper ce qui se passerait en cas de pluie de force 8 ou 10. Et ce n'est pas en attendant que ça se produise pour de vrai qu'on va y arriver. Il faut alimenter des modèles avec ce type d'informations et observer les conséquences. Ces données météorologiques sont prises en compte par les compagnies des eaux pour le futur aménagement urbain. Lui et son collègue, Andreas Bayer, ont modélisé la ville de Hambourg. Un nouveau logiciel de simulation permet de faire des prévisions à l'échelle d'une rue. Ici, l'eau déborde très largement. C'est très net.
Le point positif, c'est qu'il y a un parc juste à côté. Il faut juste qu'on détourne l'eau de la rue vers le parc pour réduire le risque d'inondation. Ici, on baisse un peu, et là, on augmente légèrement. C'est aussi à ça que je pensais. Ça pourrait marcher. Les deux hommes testent diverses solutions grâce à la simulation. Un fossé pourrait-il servir à dévier l'eau de pluie vers le parc? Je ne pense pas qu'il soit utile de baisser autant. On n'a qu'à partir sur 10 cm. Oui, ça me paraît bien. Un mur pourrait protéger les habitations à l'angle de la rue. Il est rapidement tracé et le logiciel calcule comment l'eau contournerait ces deux obstacles. On va voir si ton ajout a donné quelque chose. C'est pas mal. L'eau s'arrête à l'angle de la rue et s'écoule en direction du parc. C'est ce qu'on voulait. Parfait. Dans le parc, le sol absorbera l'eau de pluie. Une des nombreuses idées pour faire de Hambourg une ville éponge. Le projet prévoit des surfaces d'infiltration comme ici, dans le parc, mais aussi des toits végétalisés, des revêtements de sol perméables et des stockages d'eau pluviale. L'eau reste sur place, irrigue les plantes en cas de canicule et assure un refroidissement naturel. Des aménagements qui renforcent la résilience climatique de la ville de Hambourg. La transformation en ville éponge a l'avantage de réduire les contraintes engendrées à la fois par les fortes pluies et par les longues périodes de sécheresse. C'est une situation gagnant-gagnant. On protège notre réseau d'assainissement et notre réseau de distribution d'eau potable. Certains établissements scolaires de Hambourg montrent l'exemple. Au lycée Albrechter, la cour d'école a été réaménagée selon les simulations de l'hydrologue. Bo Willem Friedrichsen, ingénieur de l'environnement, supervise la mise en place de ces innovations. Une ville qui, comme une éponge, a beaucoup de petits trous et absorbe l'eau. Presque tous les toits évacuent l'eau vers les bassins de retenue, ce qui a plusieurs avantages. Ça favorise une gestion de l'eau naturelle en contribuant au renouvellement de la nappe phréatique. Et l'eau retenue dans ces bassins a, grâce à l'évaporation, un effet de refroidissement du climat urbain. Prends le bout. Andreas Kurenbecker intègre ces modifications dans sa modélisation. On va jusqu'au bout supérieur du talus. Ça marche. On tend bien? On est à 9,90 m. On était à 7,20 m. Et maintenant, on est à 9,90 m, soit 19 mètres cubes. C'est énorme ce qu'un bassin peut absorber. C'est une réussite. On a élaboré une théorie à partir de mesures et de simulations. Et quand on voit que c'est mis en pratique dans cette cour d'école, que les élèves s'amusent et interagissent avec cet aménagement, c'est un vrai enrichissement pour notre travail quotidien. Ça nous motive énormément. En plus des bassins de rétention, des sols désimperméabilisés dans la cour d'école facilitent l'infiltration de l'eau. L'arrière de l'établissement a également été équipé. Sur les terrains de sport, on a remplacé de vastes surfaces asphaltées par des revêtements perméables qui absorbent les eaux de pluie et les laissent s'infiltrer dans la nappe phréatique. Au début, l'eau ruisselle, mais après quelques temps, elle est absorbée par le revêtement et s'écoule dans le sous-sol. L'eau de pluie s'infiltre à l'endroit où elle tombe et maintient la terre humide au lieu d'être évacuée dans les égouts. C'est important d'engranger petit à petit des expériences. Les prochaines générations auront appris de ces expériences et feront sans doute mieux que nous. Mais il faut bien commencer quelque part. Il n'est pas le seul à avoir un esprit de pionnier. Une collègue a eu une idée pour permettre à Hambourg de mieux faire face aux épisodes de canicule. Même dans les pays où les gens sont habitués à la chaleur extrême, le changement climatique continue d'accentuer la sécheresse. Le sous-sol est sec.
Regardez, c'est complètement sec. Il n'y a rien. En Tunisie, des plantations entières sont menacées. Belacheb Charbani, chercheur et agronome, pourrait être à la retraite depuis longtemps. Mais il veut sauver les paysans. Depuis des siècles, l'agriculture était pratiquée en milieu aride grâce à des barrages de pente, de hauts murs de pierre, derrière lesquels l'eau de pluie s'accumulait et s'infiltrait dans le sol, qui restait ainsi toujours humide. Ce système, vieux de presque 2000 ans, ne fonctionne plus. C'est à cause du changement climatique. Il ne pleut plus assez. Seulement une fois tous les 7 ou 8 ans. Sans irrigation, aucune culture ne pousse. Et l'eau s'évapore en majeure partie. La solution consiste à irriguer sous la surface, au lieu d'arroser à la surface. Belacheb Charbani a été enseignant-chercheur à l'université durant de nombreuses années. Il a inventé une méthode d'irrigation économe en eau. Il l'a testé à Tataouine, dans le sud du pays. Ces oliviers sont irrigués avec l'eau de la nappe phréatique, dont le niveau ne cesse de baisser. Grâce à son invention, le chercheur entend réduire de 2/3 la consommation d'eau de l'oliveraie. C'est un diffuseur enterré. L'eau sort par là. C'est rempli de gravier et de silice. Toute cette partie est enterrée à 50 cm de profondeur. L'eau est apportée sous terre. Il y a zéro évaporation. On économise ainsi 70% d'eau. 4 diffuseurs sont enterrés autour de chaque arbre. Placés à l'extrémité des racines, ils sont raccordés à une conduite qui achemine l'eau de la nappe phréatique. Tasse bien avec les pieds. Si l'on veut garantir l'approvisionnement en eau potable de la population, l'agriculture doit économiser la ressource. En Tunisie, elle accapare environ 80% de l'eau consommée, ce qui est source de problèmes. Dans le nord du pays, l'eau provient en majorité des réservoirs. Or, ils sont pratiquement vides. Résultat, la ville de Tunis, qui compte 1 million d'habitants, connaît une pénurie d'eau. La distribution d'eau est coupée à certaines heures. C'est un fait. D'où son implication pour préserver cette précieuse ressource. Ici, 300 oliviers seront désormais irrigués avec cette méthode économe en eau. Encore faut-il convaincre les agriculteurs de son efficacité. Il y a 3 semaines, on a enterré un diffuseur ici, à 50 cm de profondeur. Il est relié à une citerne de 1000 litres. L'eau est injectée dans le sol. Maintenant, on va regarder les endroits précis où l'eau se répand sous terre. Commence à creuser ici, puis dans l'autre direction. 3 mètres de chaque côté. Le chercheur a invité les agriculteurs des fermes voisines à venir voir de leurs propres yeux comment l'humidité du sol se maintient autour des diffuseurs. Vous m'avez interrogé sur les racines. Elles poussent vers le bas et profitent de l'apport d'eau. Les avantages? Vous ne perdez pas une goutte d'eau par évaporation. Vous pouvez arroser moins souvent. Une fois par trimestre suffit. Autour du diffuseur, le sol est effectivement détrempé. La terre est humide sur 3 mètres de diamètre et 4 mètres de profondeur.
Si chaque arbre a 4 diffuseurs, ça veut dire qu'il a 4 sources d'humidité autour de lui où il peut déployer ses racines. Et qui dit plus de racines, dit gain de productivité. J'aimerais beaucoup que ce système se généralise. Pour l'instant, c'est difficile, mais il finira par être adopté. L'accès à l'eau conditionne la seule source de revenus des familles d'agriculteurs. À Hambourg, l'approvisionnement est assuré par 17 usines de production d'eau potable. Durant les canicules estivales, l'explosion de la consommation les confronte à un défi. Dorothea Mergel est ingénieure et veut économiser l'eau pour permettre à Hambourg de mieux faire face aux vagues de chaleur. Elle a rendez-vous avec le directeur de l'usine de Neugraben, Alexander Kapitein. On rince le filtre numéro 3. Oui, il est déjà à 100. Voyons si tout fonctionne. Ici, on traite l'eau souterraine pour la rendre potable. Mais ce processus nécessite de l'eau potable propre, dont ne bénéficient pas les usagers. Nous faisons face à des défis comme le changement climatique, mais aussi la croissance de la ville de Hambourg et l'augmentation du nombre d'habitants, qui se traduisent par des besoins accrus en eau potable. L'eau des nappes souterraines contient du fer et du manganèse. Pour les éliminer, l'eau transite dans des bassins remplis d'un substrat filtrant, sable ou gravier. On va commencer le rinçage. Salut Peter, c'est Alex. Tu veux bien rincer le filtre numéro 3? Merci, à tout à l'heure. Les filtres à sable sont régulièrement nettoyés et rincés à l'eau potable. C'est cette eau sale que Dorothea veut récupérer. Nous devons exploiter le plus efficacement possible l'eau de la nappe phréatique dont nous disposons, qui est de bonne qualité, surtout en perspective de la demande qui devrait augmenter dans les prochaines années. Le rinçage des filtres sacrifie jusqu'à 4% d'eau potable. Ici, cette eau qui n'est que très légèrement souillée est rapidement retransformée en eau potable. Jusqu'à présent, elle était grossièrement purifiée, puis rejetée dans une rivière. La majeure partie finissait dans la mer, où elle devait s'évaporer et retomber sous forme de pluie, afin de pouvoir de nouveau être potabilisée. Salut Charlotte, comment ça se passe? Très bien, jusqu'à maintenant. Avec Charlotte Kast, de l'Université technique de Hambourg, Dorothea travaille sur la conception d'un filtre capable de retenir les flocons de fer et de manganèse des eaux de rinçage. Le bassin de filtration contient un filtre en céramique criblé de minuscules trous qui vont retenir les particules solides. L'eau ainsi traitée est récupérée dans ce récipient et on voit qu'elle est nettement plus claire qu'avant. L'eau paraît certes plus propre, mais a-t-elle les qualités d'une eau potable? C'est ce que Dorothea va tester en laboratoire. Si son filtre fonctionne, c'est plus de 4 millions de litres d'eau qui seront économisés par jour à Hambourg et qui pourront être recyclés en eau potable, soit les besoins en eau de plus de 30 000 personnes. Salut Yosha, je t'ai apporté 2 échantillons. Parfait, merci. Un avec l'eau de rinçage, l'autre avec le filtrat. Je te tiens au courant. Yosha Tetzlaff compare l'eau sale et l'eau propre. Si le procédé fonctionne, Dorothea aimerait en faire profiter d'autres usines de production d'eau potable. On va mesurer la turbidité. On insère brièvement dans l'appareil et on obtient une valeur de 0,09 FNU. C'est excellent, c'est très faible. En comparaison, la valeur maximale de l'eau potable est d'1 FNU. Mais comme 2 précautions valent mieux qu'une, Yosha passe le filtre au spectromètre de masse pour être sûr que les métaux ont été entièrement éliminés. On a 0,35 mg de manganèse et une concentration en fer sous la limite de détection. Cette eau est très propre. Le résultat prouve l'efficacité du traitement. La membrane a parfaitement joué son rôle.
Ces recherches seront achevées l'an prochain. Elles contribueront grandement à améliorer la gestion de l'eau dans l'ensemble de l'Allemagne. Pour le projet, comme pour moi personnellement, ce serait un immense succès si la technologie qui consiste à recycler l'eau de rinçage en eau potable était un jour généralisée dans toutes les usines de production. Et comme chaque goutte compte, les compagnies des eaux de Hambourg testent d'autres méthodes pour économiser encore plus la ressource. À Oudref, en Tunisie, une ferme utilise depuis peu le système d'irrigation de Belacheb Charbani à grande échelle. 4000 oliviers poussent dans une région en proie depuis des années à une grave sécheresse. Monsieur Chabani, soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Bien. Les arbres, âgés d'1 an, ont déjà connu un été très sec. Tu vois ces deux rameaux? Ils viennent de pousser. Soulhel Osman vit en France, mais revient dans son pays natal aussi souvent qu'il le peut. Il a repris la ferme de son grand-père. Là où aujourd'hui il n'y a que du sable, son aïeul cultivait du blé il y a 50 ans. L'eau était existante. On avait des quantités nécessaires pour pouvoir cultiver ce blé. Il y avait de la pluie et l'eau était présente dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on n'a plus malheureusement de présence d'eau. L'eau se fait très rare. L'invention du professeur Charbani pourrait fournir la solution. On a décidé de faire une expérience. On va essayer de produire du blé avec un diffuseur enterré la saison prochaine. La ferme n'est qu'à 8 km de la mer. Le niveau de la nappe phréatique a tellement baissé que cela entraîne une intrusion d'eau saline, rendant les sols impropres à l'agriculture. Soulhel a dû investir dans une usine de dessalement, très gourmande en électricité. Il ne s'y retrouve que parce que l'utilisation des diffuseurs enterrés diminue considérablement la consommation d'eau. Dans notre cas, on utilise, retenez-vous bien, uniquement 2 mètres cubes par heure. Et actuellement, on a 4000 oliviers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ratio grâce aux diffuseurs d'eau enterrés. Chaque plant d'arbre consomme environ 4 litres d'eau par jour. 22 kg de sel sont éliminés chaque jour. Soulhel a l'autorisation de les rejeter dans un lac salé naturel sans polluer l'environnement. Le gouvernement subventionne ces expériences d'irrigation, car la ferme sert de projet pilote. Les deux hommes prouvent que l'agriculture est viable, même dans une région fortement impactée par le changement climatique. Le diffuseur enterré, c'est comme un de mes enfants. Si j'arrive à faire en sorte qu'il soit utilisé à grande échelle, comme ici sur 30 hectares, avec de bons résultats, j'aurai atteint mon but. Son invention pourrait s'exporter dans le sud de l'Europe, qui connaît de plus en plus souvent des températures supérieures à 40 degrés l'été et des sécheresses extrêmes. Si l'agriculture est le plus gros consommateur d'eau presque partout dans le monde, en Europe, c'est l'industrie. Dans la brasserie Carlsberg à Fredericia, au Danemark, on remplit plusieurs millions de canettes et bouteilles de bière chaque jour. Andreas Kirketerp pilote un projet ambitieux. Réduire sa colossale consommation d'eau. La fabrication nécessite environ 2000 mètres cubes d'eau par jour. Dans d'autres brasseries, cette eau usée serait rejetée et traitée dans une station d'épuration. Ici, elle est utilisée pour le nettoyage. La pasteurisation aussi en réclame de grandes quantités.
Cette machine consomme en une journée à peu près la même quantité d'eau qu'un foyer de 2 personnes en un an. Cet ingénieur de 37 ans est là pour mettre fin à cette aberration. Il occupe un poste nouvellement créé, recycleur d'eau en chef. Son employeur actuel, désireux d'économiser la ressource, a construit une usine flambant neuve qui recycle l'eau usée directement sur place, au lieu de la rejeter dans le réseau d'assainissement. Un cycle de l'eau. Cette usine traite environ 500 000 mètres cubes d'eau par an. La différence, c'est que maintenant, cette eau, on va la nettoyer. Ce sont 500 millions de litres d'eau par an qu'on ne prélève pas sur le réseau de distribution de la ville. Ce n'est pas rien. J'ai 2 enfants et j'ai envie qu'ils puissent eux aussi boire l'eau du robinet. C'est ce qui me motive. 90% des eaux usées sont récupérées. En seulement 2 ans, 1 milliard de litres d'eau a été économisé. C'est un oxygénomètre. Le taux d'oxygène dans l'eau doit rester à un niveau constant si on veut stabiliser le processus. L'eau sale a une autre utilité. Elle alimente la centrale à biogaz de la brasserie. Ça couvre entre 10 et 15% de la consommation de chauffage de l'usine. La station d'épuration intégrée à la brasserie est un projet pilote. Carlsberg possède plus de 80 usines dans le monde, dont 16 dans des pays au climat particulièrement aride, comme l'Inde. Là-bas, économiser l'eau est encore plus urgent qu'en Europe. Il faut pouvoir assurer l'approvisionnement en eau potable et l'industrie peut y contribuer de façon substantielle. L'efficacité du traitement d'épuration est visible. Ça, ce sont nos eaux usées. Et ça, c'est l'eau qui a été recyclée et qui est potable. Elle sera réutilisée dans l'atelier de production pour rincer et pasteuriser. Le cycle de l'eau est bouclé. J'espère que cette méthode va s'imposer dans d'autres secteurs que le brassage de la bière. L'eau est une ressource rare sur la planète. Il faut agir. Et ça, c'est une solution concrète. L'usine de recyclage de l'eau de Fredericia lui a valu de remporter le prix de la brasserie la plus économe en eau du monde. Hambourg a une longueur d'avance en matière d'économie d'eau. Le quartier Jenfelder Au, où vivent environ 2000 personnes, est un projet modèle. Chaque Allemand consomme en moyenne 130 litres d'eau par jour. Ici, bientôt, ce sera un tiers de moins. Narn Jordan et Lucas Kortz, du service de l'eau municipale, y testent un concept innovant de gestion des eaux usées. Ici, les flux d'eau usée domestiques sont séparés. C'est-à-dire que les eaux de la douche et de la machine à laver prennent un autre chemin que celles des toilettes. Ici, on a des toilettes aspirantes, comme dans tous les logements de ce quartier. Elles ressemblent à des toilettes normales, mais fonctionnent par aspiration. Je vais vous faire une démonstration. Seul le bruit est un peu différent. Ce type de toilette ne consomme qu'entre 1 et 2 litres d'eau, contre 6 pour des WC classiques. Les eaux des toilettes, appelées eaux vannes, sont utilisées pour produire de l'énergie. Les eaux grises, issues des douches, des lavabos et des machines à laver, partent dans un deuxième réseau d'évacuation. Les eaux grises, moins sales que les eaux vannes, sont collectées dans ce puisard. Ça, ce sont les eaux grises. C'est bien plein. L'objectif est de les recycler plusieurs fois. Car pour certaines utilisations, l'eau n'a pas besoin d'être potable. Souvent, une épuration grossière suffit. Ici, c'est la station d'épuration, qui peut traiter 1/10 des eaux grises du quartier.
Les eaux grises légèrement dépolluées suffisent pour tirer la chasse et arroser les plantes. Dans l'installation expérimentale, la nouvelle technique de filtration est déjà en service. Avant ce projet, on n'avait pas accès à une telle quantité d'eau grise à l'échelle d'un quartier. C'est notre premier conteneur où on expérimente le traitement d'un gros volume d'eau grise et leur réutilisation ultérieure. Une zone industrielle, récemment implantée à proximité, est le principal acheteur des eaux grises du quartier. Les innovations porteuses génèrent un grand intérêt. La conduite des eaux grises vient d'être posée. Une petite tranchée, mais un grand moment. Car ce qui se passe ici est plus qu'une goutte dans l'océan, pour Narné Lucas. Je suis évidemment ravi que les eaux grises que nous nettoyons dans notre petite station expérimentale aient trouvé un acheteur extérieur et qu'elles soient réutilisées. C'est une technologie vertueuse pour économiser l'eau potable. Avec ce projet, on veut aussi renforcer la prise de conscience et sensibiliser l'opinion. Préserver et économiser l'eau. Le changement climatique fait fleurir les bonnes idées et encourage les précurseurs qui les mettent en pratique, chez les particuliers comme dans les communes, dans l'agriculture et dans l'industrie. Car l'eau est bien trop précieuse pour qu'on la gaspille.